effectivement. Bonsoir à tous, déjà. Alors, ici, on est là pour combattre les préjugés, rien de bien méchant. Donc déjà, premier préjugé que je vais arrêter. Qui c'est ce mec de l'Est qui vient nous parler du dark web? Rassurez-vous, tout va bien. On va parler de blockchain et de Bitcoin sous un bel aspect. Le premier aspect, c'est effectivement, le titre de mon intervention, c'est Bitcoin et blockchain, émancipation numérique. Alors, effectivement, la question, c'est celle-là. La blockchain, un peu tout le monde en a entendu parler récemment, surtout si vous êtes un fameux rapace financier, comme on a vu en intro, vous avez nécessairement vu passer la blockchain quelque part. Donc je vous ai fait une petite sélection des titres de journaux qu'on peut avoir ces derniers temps sur la blockchain pour qu'on comprenne un peu l'euphorie générale dans laquelle on est. The Economist, qui est donc pas un journal qui a tendance à faire dans la caricature, plutôt sérieux, en parle comme de la machine à confiance qui va révolutionner le monde. On a la Tribune en France qui en parle comme de l'invention la plus importante depuis Internet, rien que ça. Puis vous avez d'autres ouvrages, hein, j'en ai mis un, mais il y en a plein d'autres, qui vous parlent de ça comme d'une révolution qui va changer le monde, l'argent, le business. Donc là, vraiment, on est à deux doigts de comparer ça avec l'invention du feu ou du sabre laser, c'est comme vous voulez. Mais globalement, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, c'est une révolution. Problème, personne ne sait pourquoi. C'est embêtant. On est en train de vivre, on va vivre une révolution, mais personne ne sait pourquoi. Et on arrive souvent dans une situation qui est la suivante, que je vais montrer dans la petite BD, qui est devenue assez emblématique dans la communauté. Vous avez un patron qui va voir son développeur, qui lui dit il faut qu'on construise une blockchain. Alors le développeur, il a déjà eu la situation sur l'intelligence artificielle, sur le big data, sur l'internet des objets, etc. Donc il sait que son patron n'a rien compris à ce qu'il a dit. Donc il va lui poser une question absurde pour vérifier s'il a raison. Donc il va lui demander de quelle couleur vous voulez votre blockchain. Ce qui a à peu près autant de sens que si je vous demande mais vous préférez Facebook salé ou sucré? Voilà, ça n'en a aucun, ne cherchez pas. Et donc le patron ne se démobilise pas et lui dit mauve. Mauve parce que ça a plus de RAM, ça a plus de mémoire. Donc là on est vraiment sur un stade assez dramatique. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'en fait la blockchain est devenue la solution. Mais généralement, quand on parle d'une solution, on a besoin d'un problème au départ. Et en fait, on a oublié le problème. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de blockchain et de Bitcoin, certes, mais pas tout de suite. D'abord, on va parler du problème initial qui est résolu par Bitcoin et la blockchain. Et donc, si on parle aujourd'hui du problème initial, on va parler d'argent. Généralement, j'ai pas trop de mal à mobiliser les foules sur ce sujet-là, ça intéresse tout le monde. Tout le monde a de l'argent, plus ou moins. On en gagne, on en perd tous les jours, plus ou moins également. Et si je vous sors par exemple un billet de 10 €, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une valeur de 10 € dans ma main. Cette valeur de 10 €, elle a une valeur, 10 €. Pourquoi? Parce que les commerçants l'acceptent, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que ça vaut 10 €. Donc par exemple, aujourd'hui, avec 10 €, je peux obtenir des biens et des services en échange. Par exemple, au cours actuel, je peux avoir une soixantaine de pains au chocolat, 10-15 centimes pièce. Mais évidemment, cet argent que je viens de sortir de ma poche, est-ce qu'il m'appartient vraiment? Là, c'est la question que je vous pose. Est-ce que l'argent même que vous avez dans des comptes bancaires aujourd'hui, il vous appartient vraiment? Alors évidemment, si je vous pose la question, c'est un peu orienté. On va voir que pas forcément. Et pour ça, on va faire un petit voyage. On va aller à Chypre. Alors, une bien belle île de Chypre, île paradisiaque, un peu plus d'1 million d'habitants, un PIB par habitant entre 25 et 30 000 $ par an, donc ça va, des chiffres honorables. Alors c'est pas le haut du panier, mais c'est pas non plus dramatique. Et bien Chypre a un problème hyper original. Vraiment, ce sont les seuls à l'avoir, c'est la dette publique. Personne d'autre n'a ce problème, évidemment. La dette publique de Chypre, de 1995 à 2010-2008, on est globalement autour de 50%. Bon, ça va, c'est pas dramatique, surtout vu les temps qui courent. Et puis, il y a une crise. Pour ceux qui étaient dans une grotte, en 2008, il y a eu une crise assez importante qui a fait que l'économie chypriote s'est retrouvée beaucoup plus endettée qu'elle ne l'était avant. Et donc, en l'espace de quelques années, on est passé de 50% à 100%, à plus que 100%. Et donc, en 2013, petite crise chypriote, où les banques chypriotes se retrouvent à devoir rembourser de l'argent qu'elles n'ont pas. Donc évidemment, assez gros problème, mais elles ont une idée de génie. Vous allez vous demander pourquoi elles n'y ont pas pensé plus tôt. C'est résumé dans cette petite illustration que je vous montre juste après. Génial, les gars, on va pouvoir se servir directement sur les comptes en banque. Génial, champagne. Ça a l'air d'être une caricature, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc, on rigole 30 secondes, et puis après on se dit, merde, moi aussi j'ai un compte en banque. À Chypre, 2013, les banques, qui étaient endettées, se sont dit, on va prélever 10% sur tous les avoirs supérieurs à 100 000 €. Voilà.
Pourquoi pas? Bah oui, on a accès, donc voilà, c'est à nous maintenant. Pourquoi elles peuvent faire ça? Parce qu'aujourd'hui, justement, votre argent, il est sur des comptes bancaires. Il est sur des comptes bancaires, et qu'est-ce que c'est un compte bancaire aujourd'hui? Globalement, c'est une série de 0 et de 1, tout est numérisé. Et donc à partir du moment où c'est numérisé, vous croyez que c'était votre argent? Pas vraiment. En réalité, c'est l'argent de la banque, et puis de temps en temps, vous lui demandez l'accès à votre argent. Et donc ça change complètement la perspective. Donc là, on commence déjà un petit peu à douter, est-ce que vraiment c'est mon argent? Il y a d'autres exemples, hein, je ne vais pas tous les faire, mais globalement, vous prenez la Grèce, vous prenez l'Ukraine, l'Argentine ou l'Inde, il y a 2 semaines, hein, ce n'était pas il y a 3 ans, il y a 2 semaines, l'Inde, c'est le gouvernement qui, le 9 novembre, dit eh ben, on va démonétiser 86% de la monnaie en circulation. Voilà, merci, vous avez jusqu'à demain. Et ce n'est pas une blague, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que globalement, votre argent, il ne vous appartient plus. Voilà, vous avez la réponse à ma question. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout soit dans des comptes. C'est la guerre au cash. Qui aujourd'hui utilise encore le cash comme moyen de paiement primaire, ou en tout cas principal? Plus beaucoup de monde. Et ça, en fait, on s'en aperçoit pas trop, mais c'est un petit peu un danger. Et c'est une tendance qu'il y a dans pas mal de pays, hein. Ce n'est pas que les pays en développement. Si vous prenez, d'ailleurs les pays de l'OCDE sont généralement bien plus en avance là-dessus. Si vous prenez la Suède, qui est généralement le chantre du social-libéralisme du Nord, etc., et bien la Suède, 80% des achats se font sans liquide. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si demain vous allez à Stockholm et que vous prenennez un taxi, un bus, vous allez dans une petite boutique, c'est pas que vous n'utiliserez pas de liquide, c'est qu'ils le refusent, tout simplement. Vous ne pouvez pas payer en liquide. Voilà. Vous allez dans un taxi, non, pas de liquide. Londres, la même chose. J'y étais il y a encore quelques semaines. Je vais dans un bus, je vais acheter un ticket en cash, pas possible. 2 solutions, continuer à pied ou sortir la carte bancaire. Et donc j'ai continué à pied. Donc ça, c'est un petit problème. Alors évidemment, numériser l'argent, ça a plein d'avantages. On ne va pas se voiler la face. On peut, grâce à ça, éviter de se balader avec 3 tonnes de pièces et de billets dans sa poche. On peut payer directement le bon montant lorsqu'on est à la caisse. Donc ça nous évite d'attendre 10 minutes, d'avoir le change. On peut envoyer de l'argent partout dans le monde, etc., etc. Il y en a plein des avantages. Mais ça a quelques petits inconvénients qu'on va voir tout de suite, mais rassurez-vous, 3 fois rien. Alors, première fois rien, l'exclusion financière de la moitié de la population mondiale. Alors, c'est pas grand-chose, hein, évidemment. On a tendance à l'oublier parce que, en fait, dans les pays de l'OCDE, tout le monde a un compte en banque. Globalement, on regarde autour de soi, tout le monde a un compte. D'ailleurs, généralement, c'est parfois une obligation légale. Mais dans le reste du monde, et si on prend le monde dans sa totalité, c'est 53% des gens qui n'ont pas de compte en banque et qui n'ont accès à aucun service financier primaire. Donc ça veut dire 3,5 milliards de personnes, hein, c'est pas rien du tout. Tous ces gens-là, on va leur dire très gentiment, on fait la guerre au cash, donc désolé, vous ne pouvez plus utiliser de cash. Par contre, n'hésitez pas à passer par ce compte en banque qu'on vous interdit d'ouvrir. Ça va être très drôle d'aller voir l'éleveur sud-africain, le fermier indien, d'aller lui dire non, ouvrir ton compte en banque, mais tu ne peux pas. Deuxième problème, deuxième fois rien, yes we can. Pourquoi? Parce que si la banque elle détient votre argent et qu'elle sait ce que vous faites avec, globalement votre vie privée elle est réduite à portion congrue, comme on dit, à 0. La banque sait tout ce que vous faites. Elle sait tout ce que vous achetez, tout ce que vous vendez. Donc, vous aurez beau essayer de le cacher de toute votre force, la banque sait que vous achetez des CD de Justin Bieber. Et c'est ça qui est dramatique. Troisième fois rien, une intermédiation dont personne ne veut. Je m'explique, vous allez à la boulangerie aujourd'hui, vous payez 2 € au boulanger à la boulangère, il reçoit 2 € en cash, très bien, merci, au revoir. Vous utilisez la carte bancaire, vous, ça ne vous change rien, c'est même plus rapide d'ailleurs, vous sortez plus rapidement de la boulangerie. Mais lui, ça lui change tout. Parce que lui, il ne reçoit pas 2 €. Lui, il va recevoir 1,90, 1,95. Pourquoi? Il y a des petits lutins au milieu, qu'on ne voit pas, hein, mais qui s'appellent prestataires de services de paiement, qui s'appellent banque, établissement de crédit, Visa, Mastercard, il y en a beaucoup, hein, qui vont prendre une petite commission au milieu. Et puis, il n'aura pas son argent tout de suite. Il l'aura dans 30 jours, 60 jours, 90 jours, jamais. On ne sait pas. Donc ça, c'est un troisième problème qui est assez important. Si je vous disais que tous ces petits problèmes-là, 3 fois rien donc, on pouvait les résoudre en ayant quand même la numérisation de l'argent. Là, vous me voyez venir, on revient sur le sujet, c'est Bitcoin. Alors qu'est-ce que c'est Bitcoin? Non, tout de suite je désamorce, ce n'est pas l'argent du dark web, je sais quoi, etc. Bitcoin, on va revenir à la définition principale de son créateur. C'est-à-dire, c'est un peer-to-peer electronic cash system. Système pair à pair d'argent liquide numérique. Et c'est très important ce cash, argent liquide numérique. Parce qu'on n'est pas sur du compte en ligne, on n'est pas sur de la banque en ligne, on n'est pas sur de la carte de crédit en ligne, on est sur de l'argent liquide numérique. Donc ça veut dire toutes les propriétés de l'argent liquide. C'est ouvert, c'est décentralisé, c'est pair à pair,
c'est sans intermédiaire, c'est sans frontières, c'est résilient, c'est respectueux de la vie privée, etc., etc. Tout ça, c'est Bitcoin. Et avec Bitcoin, pour la première fois, on arrive à créer de la valeur numérique. Un jeton de valeur numérique, c'est-à-dire c'est pas un titre de dette, c'est pas un droit d'accès sur un compte que quelqu'un a quelque part et parfois il vous donne l'accès, c'est de la valeur numérique. Et ça, c'est assez important parce qu'on dit de la valeur numérique, d'accord, très bien. Bah, aujourd'hui, c'est quoi la valeur numérique de Bitcoin? Un Bitcoin, c'est 700 €. Ça veut dire que je n'ai pas un Bitcoin, j'ai un peu moins d'un Bitcoin, c'est divisible jusqu'au millionième, donc pas de souci, mais ça fait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous permet de faire Bitcoin en réalité? Ça vous permet de court-circuiter le système. Aujourd'hui, un virement, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous ne donnez pas un virement à quelqu'un. Vous dites à votre banque d'envoyer à la banque, généralement il y a une chambre de compensation au milieu, etc., mais je vous la fais courte, à l'autre banque qui doit prévenir votre ami qu'il a bien reçu 4 jours plus tard votre argent. Bitcoin arrive et vous dit non, 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 vous n'avez pas besoin de tous ces gens-là. Moi, l'argent, votre ami, il le reçoit directement, pair à pair, en 10 minutes. Comment ça marche tout ça? On retombe sur nos pattes, la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est rien d'autre que la technologie qui va nous permettre ça, qui va permettre Bitcoin. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter là, je vais détailler un petit peu. Qu'est-ce que la blockchain? Imaginez-vous, expérience de pensée, imaginez-vous un cahier. Jusque-là, tout va bien. Un cahier dans lequel vous allez écrire plein de transactions, en l'occurrence toutes les transactions qui ont été effectuées en Bitcoin. Donc, on a par exemple ce cahier-là, j'ai écrit des noms bien évidemment fictifs, qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Vous avez voilà, Bruno qui donne à Nathalie, etc., Ziad qui donne à Nicolas. Et une fois que c'est dans ce cahier, eh bien, ce cahier, il est réparti. Alors ça, c'est curieux, parce que d'habitude, on le stocke quelque part, ce cahier, on le verrouille, on ne veut pas qu'on y touche. Là, si. Là, le cahier, il est réparti. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a, tout le monde peut écrire dessus. Donc là, les deux questions qui arrivent tout de suite, c'est mais si tout le monde peut écrire dessus, c'est le bazar. Qu'est-ce qui se passe? Et la deuxième question, c'est si jamais il y a un malfaiteur, qui arrive et qui dit moi je vais effacer une transaction ou je vais rajouter des transactions frauduleuses, comment on fait? Et là, votre cahier, il faut considérer qu'il a un système de validation qui est un petit peu particulier. Comment ça se passe? Sur ce cahier-là, on ne va pas valider transaction par transaction. On va valider page par page. Et ça change tout. Parce que vous pouvez faire de l'archivage périodique, séquentiel. Toutes les 10 minutes, une nouvelle page est ajoutée. Comment on va choisir quelle est cette page? En réalité, on va laisser tout le monde faire ce qu'il veut avec sa page. Moi, par exemple, imaginons qu'on est à la page 47. On veut passer à la page 48. Tout le monde dans le réseau est en train d'écrire sa propre page 48 avec des transactions qu'il a reçues, même des transactions dont il est l'observateur dans le réseau, qui n'ont rien à voir avec lui. Il va faire sa page. Et il y a un algorithme de consensus, ça s'appelle comme ça, qui va déterminer aléatoirement quelqu'un dans le réseau qui va avoir le droit de valider sa page. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il est désigné, il soumet sa page au réseau, le réseau la regarde et dit est-ce que toutes les transactions qu'il y a dessus sont intègres? Oui, non. Ils ont tout le cahier, donc ils peuvent remonter tout l'historique pour savoir si de l'argent dépensé n'a pas été dépensé avant, etc., etc. Et une fois que c'est fait, on valide la page, on passe à la suite. Quel rapport avec la blockchain, vous me direz? Parce que là, pour l'instant, on est toujours dans l'expérience de pensée. C'est très simple. Votre cahier, c'est votre blockchain, tout simplement. Les pages, ce sont des blocs, et la reliure, c'est une chaîne. Les pages, ce sont des blocs, la reliure, c'est une chaîne. Vous numérisez tout ça, vous avez une blockchain. Un bloc avec des transactions dedans. On passe par l'algorithme de consensus dont je vous ai parlé. Le bloc, c'est votre page, il est validé, et ensuite, réparti sur le réseau. Si vous voulez modifier quoi que ce soit, ça va être compliqué, parce qu'il faut aller modifier sur l'ordinateur de tout le monde. Et donc là, évidemment, j'imagine un peu de déception, parce qu'on vous a vendu la technologie la plus sophistiquée du monde, qui va remplacer le feu et le sabre laser, et on se retrouve avec un cahier magique. Évidemment, je comprends votre désarroi. Cependant, sous ces airs un peu chétifs, je viens de vous présenter la seule manière qui existe aujourd'hui d'échanger de la valeur sur Internet, en pair à pair. Vous allez me dire, le pair à pair, ça existe déjà, certes. Ça existe, il y a des torrents, etc. Je peux vous envoyer une photo en torrent. Très bien. Mais en réalité, je ne vous l'envoie pas, cette photo. J'en crée une copie, parce que j'ai toujours accès à la photo après que je vous l'ai envoyée. Donc, c'est pas grave quand il s'agit d'une photo, mais si je reprends mon billet, que je vous donne 10 €, c'est assez important que j'ai plus les 10 € après. Parce que sinon, c'est un peu le principe même de l'argent qui tombe en miettes. Et donc ça, on ne pouvait pas faire avant. Et la blockchain, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer la propriété numérique et la confiance dans un milieu hostile, sans intermédiaire. Et grâce à ça, vous pouvez changer de la valeur sur Internet. Alors la valeur, on l'a dit, ça peut être de la monnaie, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des titres, des certificats, des actions, etc., etc. Donc, je vous fais un petit florilège d'applications de la blockchain. Alors, il y a Bitcoin, on l'a vu, mais je vous prends un cas d'usage très simple.
les fameuses remittances, les remises, pardon, ou du Philippin qui travaille aux États-Unis, qui renvoie de l'argent à sa famille, etc. Aujourd'hui, il fait quoi? Il passe par Western Union. Western Union, ça lui prend 4 jours et ça lui prend 10%. Bon. Bitcoin, 10 minutes, 5 centimes pour entretenir le réseau. Voilà. À partir de là, la comparaison elle est faite, on passe à autre chose. Ascribe, certifié de manière indépendante et pair à pair décentralisée de la propriété intellectuelle. Transactive Grid, pardon, c'est à New York, c'est de l'échange d'énergie en pair à pair, passez plus par un intermédiaire. Storage, adieu les fermes de serveurs de Microsoft ou de Google parce que vous pouvez faire du cloud décentralisé. Plus personne pour contrôler vos données. Je termine avec Bitland rapidement, par exemple. C'est au Ghana. Eh bien, on part du principe qu'on n'a pas très confiance dans le gouvernement ghanéen pour tenir un cadastre, donc de la répertorie des propriétés géographiques de chacun. Eh bien, on va le faire passer par la blockchain parce qu'on n'a pas besoin de confiance, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc tout ça, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la blockchain, c'est récupérer le contrôle sur ses données, sur son argent, sur sa vie de manière générale. Et en fait, je termine de manière un peu lyrique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la première fois depuis très longtemps, on remet en cause des modèles de confiance qui ont existé depuis des siècles. Les banques, les notaires, les gouvernements, etc. Là, on commence à dire, finalement, c'est peut-être pas si utile que ça, ces gens-là. Pour la première fois dans l'histoire, on se dit, je préfère faire confiance, la notion est très importante, à des algorithmes plutôt qu'à des humains. Et là, je vous pose la question, est-ce vraiment ça l'émancipation numérique? Merci.